La Bible indique dans Genèse 9, du chapitre 18 à 19, que nous descendons tous des enfants de Noé. Et parmi ces races se trouvaient certainement voilà, les blancs, les noirs et même les jaunes. Une question se pose ce matin. Dieu a-t-il maudit les noirs? La race noire est-elle maudite? Mesdames, Messieurs, ce sera la question centrale de cette émission. Espace Miné de ce jeudi 10 avril 2025. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre Argora du 10-12 sur Info Télévision. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui encore, nous allons, avec nos experts invités et consultants sur le plateau, essayer de comprendre cette thématique parce que c'est jeudi spirituel. Mais avant, nous aurons déjà fait un tour en kiosque avec l'audientia pour prendre la température informationnelle. Nous aurons également la sagesse du jour, un message, un conseil ou même un proverbe, pourquoi pas, en tout cas, qui vous permettra, n'est-ce pas, de mieux vous comporter en société. Et on n'oubliera pas la dénonciation du jour qui est un fait que vous n'aimez certainement pas et que nous dénonçons au quotidien sur le plateau de Espace Miné. Vous également à la maison, vous aurez la possibilité de pouvoir interagir en même temps que nous à travers le numéro de téléphone qui affiche au bas de l'écran, le 692 20 94 36. Mesdames, Messieurs, le décor il est donc planté. En ce jeudi, permettez-moi de dire bonjour à nos panélistes de ce matin. À ma droite, vous le connaissez, il est avec nous tous les jeudis. C'est un journaliste, mais surtout très calé en question de spiritualisme. Alain Douc, on l'appelle affectueusement notre blanc. Sur le plateau, bonjour et bienvenue. D'accord. Quelle entame. Bonjour Viviane, bonjour à mes co-discutants déjà installés. Un jeudi spiritualité de plus, avec une thématique, je l'avoue, au vitriol. Nous sommes là, on répond présent à cette sollicitation. On espère pouvoir éclairer la lanterne de tous ceux qui vont nous regarder à travers le monde sur les différentes plateformes. Je salue de même tous les petits artisans de l'ombre qui permettent la réalisation de ce visionnage que vous réalisez en ce moment, où que vous soyez dans le monde. Je salue le top management. Merci pour cette invitation renouvelée. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il est également parmi nous. Il représente l'église sur le plateau de Espace Miné. Lui, c'est le pasteur Fabrice Stéphane Guiégou. Bien le bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Miné. Merci beaucoup. Bonjour Andrea, bonjour à tout le top management et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Si vous, avec votre permission, je voudrais saluer mon épouse et Alain Douc. Je voudrais vous dire, elle apprécie également beaucoup vos analyses. Ah, d'accord. Bonjour à la maison, madame. Elle est en train de nous suivre. Je voudrais aussi dire bonjour à une artiste, Judith Lagrasse, qui est en train bientôt, qui prépare son nouvel album, qui sortira bientôt. Je voudrais dire également bonjour à toute la communauté chrétienne, notamment du message du temps de la fin, à tous nos anciens. Bonjour à tout le panel et à tous les téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup et bonjour à vous également. Notre consultant permanent qu'on ne présente plus est également sur le plateau. Ce matin, Pierre Blériot, Niamegbiel, bonjour et surtout, bon jeudi à vous. Bonjour Viviane Andrea, merci de m'associer à votre panel. Je suis heureux d'être là. Je dis bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ai 3 événements ce jour. Un qui est personnel et 2 qui sont nationaux. Le premier qui est personnel, c'est que le 10 avril, ce jour est 10 avril 2021, s'éteignait le colonel Ngele Amougou Filémon, qui était très proche de moi, dont j'étais très proche, et son épouse Aline Ngele Amougou, Aline, souhaiterait que nous prions pour le repos de son âme. Ça fait 4 ans. Filémon Ngele Amougou. J'étais très proche de lui et je suis très proche de son épouse. Je souhaite donc à ce monsieur un bon repos. Mais le 10 avril également, c'était en 1913, naissait l'un des pères du nationalisme camerounais. Il s'appelait donc Ruben Georges Oumiobe. Il est né un 10 avril 1913. Et le 10 avril 1948, il conduisait la création d'un mouvement qui était devenu un parti politique, l'UPC,
L'UPC fête donc aujourd'hui ses 77 ans de vie. 77 ans de vie. 77 ans. Bah, L'UPC a on été souhaite une créé bonne fête à l'UPC. il y a 60 ans. Malheureusement, cette fête se passera dans les conditions que vous imaginez, puisque nous ne respectons pas les symboles. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les vrais UPCistes et aux pères de la nation, aux différents pères de la nation. Quant à ceux qui s'amusent avec la mémoire de ce mouvement historique, ils en porteront la peine. Déjà, la malédiction est sur tous ceux qui se moquent de la mémoire des martyrs. Donc voilà ce que j'avais à dire d'entame ce matin. Deux événements tristes, parce que l'UPC est dans la tristesse, et un événement joyeux. C'est la naissance de Ruben. Il aurait eu aujourd'hui... Oui, il est né en 1913. Il aurait eu aujourd'hui 112 ans. Wow, 112 ans. Oui, il aurait eu 112 ans, mais bon, on ne Dieu, vit pas éternellement. Ouais, et puis les génies, il est mort à 45 ans. 45 ans, ouais, très tôt quand même. Très bon, jeune, 45 ans. Bon, il avait déjà tout fait. À 45 ans. Il s'était marié, il avait construit une maison, il avait fait ses enfants. Donc, il avait créé... Il avait fait sa mission. Il avait fait sa mission, il avait délivré le Cameroun. Il avait tout fait à 45 ans. Donc, quand on est élu de Dieu, le temps n'importe pas. Jésus que nous prions aujourd'hui, même si les catholiques prétendent qu'il est mort à 33 ans sans aucune preuve biblique, il est mort à 31 ans. Donc, vous voyez. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Notre sujet. Hein. Oui, mais non, Alain Douk, ce n'est pas toi qui devrais le dire. Comme tu aimes les Écritures. Hein, Luc chapitre 3 nous dit qu'il démarra sa mission étant âgé de 30 ans. Et quand vous lisez dans toute la mission a duré 1 an. Ils ont estimé qu'elle avait duré 3 ans, ils n'ont aucune preuve. Une seule Pâque a été mangée pendant toute cette mission. Donc, si quelqu'un veut qu'on en débatte, on en débattra. Et on va démontrer pourquoi il ne pouvait pas mourir à 33 ans, pourquoi il ne pouvait mourir qu'à 31 ans. D'accord. Donc, heureux d'être sur votre plateau ce matin. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir. On signale que le révérend pasteur Guy Bayon nous rejoindra pour la thématique de ce jour. Mais c'est l'occasion pour nous également ce matin d'avoir une pensée pour ces familles endeuillées suite à cet accident survenu dans la nuit, voilà, sur l'axe Yaoundé-Douala, avec un gros porteur d'une agence de la place, n'est-ce pas, qui partait donc, voilà, merci pour les images, qui partait donc de Douala pour Yaoundé et qui semblait rouler à tombeau ouvert, qui a donc percuté un camion plateau en panne garé, un bilan provisoire qui fait déjà état de quelques morts et de nombreux blessés. On a quelques images qui affichent donc là à l'écran. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission parce que ce sont là des images insoutenables. Hein. Ça fait 2 accidents en moins de 2 semaines quand même. On parlait encore d'un accident sur l'axe Bafoussam également, toujours cette semaine. C'est quand même un fait assez grave. Et il sera important pour nous de revenir là-dessus tout au long de cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, maintenant que vous connaissez le panel du jour, vous connaissez également la thématique, on parlera de race et religion pour nous interroger si la race noire est maudite. Nos experts sur le plateau pourront nous en dire plus. Mesdames, Messieurs, on va prendre peut-être pas une transition, on va y aller avec la première partie, celle consacrée à la sagesse du jour. Pierre Blériot, Niémec, vous avez à nouveau la parole. La sagesse de ce jour dit ce qui suit. Si tu donnes toujours ta chaise, ne pleure pas quand on t'oblige à rester debout. Ok, si tu donnes toujours ta chaise, ne pleure pas quand on t'oblige à rester debout. Oui. C'est quoi le fond du message? Le fond du message, c'est que si tu ne donnes pas de limites aux gens, ils apprendront à t'effacer. Ok. Vous voyez, regardez bien l'image. Celui qui se montre trop gentil, chaque fois qu'une personne arrive, tu es celui qui cède la chaise. Oui. Finalement, personne n'apprendra à te respecter. Okay. Il y a des gens à qui tu donnes ta chaise, d'autres qui doivent rester debout quand toi aussi tu es assis. D'accord. Si tu donnes donc toujours ta chaise, ne pleure pas quand on t'obligera à rester debout. Il ne faut pas être trop gentil. Non, il ne faut pas dépasser les bornes. Tout excès, disait le philosophe Descartes, a coutume de nuire. Tout excès nuit. Même l'excès de gentillesse, l'excès de respect, parce que c'est une forme de respect. Tout excès a coutume de nuire. Il faut savoir placer les bornes, vous voyez. Si vous montrez aux gens que vous êtes trop veule, trop gentil, vous considérez comme quelqu'un de veule, vous
Vous voyez? Ok. Moi, je forge cette sagesse sur une expérience personnelle. Vous savez, je fais ce qu'on appelle ici les dénonciations. Vous ne pouvez pas imaginer. Un monsieur m'appelle, il me dit, c'est toi qui es chargé de la dénonciation? J'essaie de me calmer. Je dis oui. Donc, note donc ce que je vais te dire. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Hey. Note donc c'est une injonction. Oui, en fait, que je prenne un stylo. Note donc. Note donc ce Votre que je vais te enseignant, dire. Oui, oui. Non, mais trop de familiarité engendre Voilà, parfois donc mépris. après on va dire que tu es ci, tu es ça. Si tu donnes toujours ta chaise, on t'obligera à rester debout. Il ne pleure pas. Et ne Je pleure lui pas. ai dit que mon frère, je n'avais pas de quoi noter. Il me dit de lui faire signe quand j'ai de quoi noter. Waouh! Donc c'est lui qui veut donner la dénonciation. Oui, oui. Il souhaite, n'est-ce pas, qu'on Non, c'est la un lise. autre. puis- C'est mon travail. Waouh! Vous voyez que il y a des personnes qui manquent quand même de tact, hein, qui Beaucoup, manquent beaucoup. de sagesse, parce que ça, c'est un manque de sagesse également. Vous ne pouvez pas aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, Ouais. et puis, voilà, c'est vous. Ouais. Notez, note. Bon, Note il a donc. dit note, Oui, n'a même pas que dit je noter. note. Ah, Londo, quand même, la sagesse du jour vous interpelle. Le savoir-vivre, le savoir-faire, l'art et la manière, ça manque, ça manque. On a la preuve avec ce témoignage de Blériot, quoi. Donc, les civilités tendent à foutre le camp. Ouais. C'est très important pour nous, donc, qui avons la charge d'être devant, voilà, devant les écrans, n'est-ce pas, d'essayer de rappeler, n'est-ce pas, aux uns et aux autres qu'il est important de savoir vivre, de savoir aborder les gens. Parce que je pense que c'est dans le même sens. Hein. Parfois, vous êtes là, vous êtes, quelqu'un vous écrit sur WhatsApp, bonjour, comment tu vas? Et puis la personne s'attend à ce que vous répondiez. Pourtant, on ne se connaît pas. Pourquoi vous voulez savoir comment je vais? Allez-y droit au but. Dites bonjour, je vous écris de la part de tel, j'ai pris votre numéro chez tel, je vous écris parce que. Ça fait que quand vous lisez, vous avez exactement, n'est-ce pas, la raison de l'appel, de la personne ou voilà, du message. Et puis vous répondez ou vous ne répondez pas si vous pensez que ce n'est pas utile. Mais quelqu'un qui vient, bonjour. Et puis, il vous donne même rendez-vous. Hein. Quand vous aurez de quoi noter, appelez-moi. C'est très compliqué. C'est quand même fort, là. Non, voilà. Non. Je ne parle pas de femmes et hommes. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Hein. Ça peut être parfois des hommes, hommes, femmes, relations. Voilà. Encore que maintenant, dans le monde, homme, femme, tout est un peu mélangé. Hein. On ne sait En plus. plus. On ne croyait pas que quand un homme appelle un homme, tu es plus en sécurité. Hein. Parfois, c'est même là où il y a le danger. C'est même là parfois. Il y a des problèmes. Alain Douk, suis mon regard. Ce n'est pas parce que c'est un homme qui t'appelle que C'est clair. C'est grave. On ne sait jamais. Donc, en tout cas, merci beaucoup. La sagesse du jour, on la retient, on va l'appliquer. Il ne faut pas toujours céder sa chaise, hein, parce que sinon, vous finirez par la perdre définitivement. Et il ne faudrait pas vous en plaindre. Je pense que c'est un peu ça, le condensé de la sagesse de ce matin. Alors, avant d'y aller avec la transition pour voilà, recevoir la revue de la presse, nous recevons à l'instant le 4e panéliste. Je vous l'ai tantôt annoncé à l'introduction de cette émission, le révérend pasteur Guy Bayon qui nous rejoint et qui pourra également, n'est-ce pas, nous donner la position de l'Église concernant la thématique de ce jeudi. Bien le bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Viviane, je suis très heureux de me retrouver là ce matin comme souvent les jeudis. Je vous remercie de m'avoir invité encore. Je salue comme ça mes copanélistes ce matin et tous nos téléspectateurs nombreux qui nous écoutent d'un peu partout. Donc, je veux dire que la thématique de ce matin est extrêmement importante en ce qui concerne l'Afrique, sur quoi on se pose souvent pas mal de questions. Oui. Est-ce que véritablement l'Afrique est maudite? Est-ce que nous avons les spiritualités correspondantes? Est-ce que ce que nous faisons est bien? Quelles sont les limites? Donc je pense que c'est quelque chose d'assez problématique, sur quoi nous devons discuter, parce que beaucoup de nos téléspectateurs aimeraient savoir un certain nombre de choses sur la posture de l'Afrique en ce qui concerne les questions de spiritualité. Je crois que ce matin, nous serons là pour partager avec eux certaines choses édifiantes. Très bien, merci beaucoup et on est sûr que votre présence nous sera bénéfique dans cette thématique. Eh bien, très chers téléspectateurs, le panel il est complet. On va y aller avec la deuxième partie de cette émission, celle consacrée à la revue de la presse. Nous prenons une transition et on se retrouve juste après.
Retour sur le plateau de Espace Mini, très chers téléspectateurs. Allons-y en kiosque prendre la température informationnelle. Nous recevons à l'instant Claudia Tcha qui se chargera de lire pour nous toutes les unes, tous les titres des journaux parus en kiosque en ce jeudi. Bien le bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane Angreya, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent nombreux ce jeudi matin. C'est un plaisir. Vous allez bien, vous êtes sûr? Ça va, je vais bien. Eh ben, un mariage ou une première communion. Non, c'est pas. Vous allez à une cérémonie. Le mariage ou le premier communion. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Respecte. Tu ne peux pas dire que c'est joli, tu as un joli chapeau, toujours dans tes trucs. Non, je demande. C'est joli, mais. Dis d'abord que c'est joli, après tu me demandes. Bon, c'est parce qu'il trouve ça joli en fait. Oui, pour le plateau. Non, je trouve ça hyper. Bon, laisse que je dise. Je trouve ça hyper joli pour un plateau. Après ça, il y a le mariage ou bien la première communion. Ou la dot. Que c'est toi qu'on doute. Parce qu'il ne faut pas défier celle qu'on doute. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te plaît? On va ravir la vedette. Non, c'est juste un style comme ça, rien à voir avec un événement. Là, tu veux très inspiré quand même. Voilà. C'est une star de télé. On va faire comment? Voilà, c'est ça. Et une entente sur le noir ce matin, apparemment. Oui, mais elle communique par télépathie. Voilà. Il manque aussi un petit chapeau. Hein. Par contre, les chapeaux. En tout cas, allons-y en kiosque. Claudia, nous ouvrons avec le journal de Dieudonné Mbengbala. Info matin. Quelles sont la météo? Oui, on en a deux. Voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Viviane Angreya, à la une ce jeudi, transport d'électricité, 50 000 poteaux en béton seront installés cette année à travers le pays. Le ticket hebdomadaire La Météo qui traite de cette actualité nous fait savoir par la même occasion que la première phase de ce grand projet débute la semaine prochaine. Dieudonné Mbengbala nous dit alors que les poteaux en béton ont pris le relais. Le transport de l'énergie électrique se poursuit avec le quotidien Le Messager. Le remplacement des poteaux en bois par ceux en béton vient d'être lancé à Douala par le ministre Gaston Elundou et Somba en vue de résorber les problèmes liés au délestage. Le tabloïd de Feu Diawé présente l'alternative en béton armé dans son édition du jour. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi ce gros de tweet du président Paul Biya sur les réseaux sociaux. Le quotidien Mutation a fait un screenshot des propos du président Georges-Alain Boyomo, les partage avec nous en page 7. La campagne présidentielle 2025 bat son plan et l'Union Infomou se positionne. Au terme d'un meeting suivi de près par le quotidien Info Matin, Dieudonné Mbengbala nous fait savoir que les militants et sympathisants du RDPC signent et persistent. Paul Biya est leur candidat. Sans détour est en kiosque ce matin. Le journal revisite la météo sociopolitique du pays. Voici dans les dernières actualités telles que présentées par ce journal. Sachez que le MINAT est en guerre contre la criminalité dans la région de l'Ouest Cameroun. Prenons la route pour Tignière, Kantia, frontière du Nigeria. L'œil du Sahel qui nous y amène rend compte sur l'état de la route. Un véritable périple sur la honte de la nationale numéro 14. Guy Gatama décrit la situation de la page 6 à 7. Ce matin, quittons la route pour revivre les émotions d'une date importante. Celle de la création de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. C'était un 10 avril 1948. 75 ans après la naissance de ce parti politique, la nouvelle expression revient sur les temps forts de ce moment historique de la page 4 à 5. Et puis hier, 9 avril 2025, la date marque la clôture des travaux de la première session ordinaire de l'année législative. À ce sujet, le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pointe en titre présidentiel 2025 des parlementaires apôtres de paix. Marie-Claire Nana parle ainsi de Marcel Niadi-Fendi, président du Sénat, et Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Ce 4e jour de la semaine, le tabloïd présente la capitale politique Yaoundé où s'est tenu un colloque pour repenser la gestion de la dette souveraine. Thématique abordée et profit des intervenants. Thierry Ekoti nous dit tout en page 3. Viviane Angreya. Merci beaucoup pour cette belle lecture des unes proposée par la presse écrite en ce jeudi à la maison. On espère que vous avez été suffisamment édifiés. Et s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à vous rendre en kiosque avec la somme de 400 francs CFA seulement, 4 pièces de 100 francs, et vous entrerez en possession de l'un des journaux de votre choix. Alors, chère Claudia, on va faire une petite analyse quand même, une actualité de ton choix.
Une actualité de Monsoir bien en actualité ce matin. Ah oui, justement, on va certainement rester sur l'actualité traitée par le tri hebdomadaire La Météo qui parle de transport d'électricité, les poteaux en béton qui prennent le relais. On sait très bien qu'avec cette problématique des délestages au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, est donc sur le terrain pour essayer, ou alors pour résoudre cette problématique. On parle notamment de 50 000 poteaux en béton qui seront donc installés cette année à travers le pays. La première phase de ce vaste projet va donc prendre effet ou alors va débuter d'ici la semaine prochaine. Alors cette visite de travail qui a commencé depuis le 7 s'est clôturée hier 9 avril. Donc voilà entre autres ce qu'on va retenir sur cette information traitée par le tri hebdomadaire La Météo. Le minier est sur le terrain pour résoudre le problème de l'énergie électrique au Cameroun. Justement, hein, ce qui met une fois de plus en avant ce problème de délestage, on parle donc des poteaux en béton qui prennent le relais. Pierre Blériot et Niemek, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais Viviane, vous n'étiez pas né. Moi-même, j'étais dans ma prime enfance, le pasteur pareil. On se demandait déjà pourquoi quelqu'un avait décidé de planter les poteaux que vous voyez là. Il y a tout un champ de ces poteaux en eucalyptus. En eucalyptus. On savait que, quelle que soit la solidité du bois, la durée de vie du bois est connue. Surtout exposé aux intempéries, vous voyez, avec le bois, la pluie frappe, ensuite le soleil vient, ainsi de suite. On savait. Mais ça a été un business qui a enrichi certaines personnalités qui sont même encore au perchoir de notre État. Je dis bougrement enrichi. C'est-à-dire que les gens, quand vous voyez le monsieur qui marche comme ça, c'est l'argent des poteaux qui... Oui, c'est l'argent des poteaux électriques là, qui est lourd sur lui. Et on a vu ça. Et personne n'a voulu dénoncer. Personne. On dit que c'est bien. Vraiment, les poteaux là, il allait faire tout un champ de poteaux. Mais on a mis ça dans nos villages partout. 50 000, c'est petit, monsieur le ministre. Il faut peut-être 600 000 poteaux. Parce que et tous ces poteaux sont des dangers. Vous savez combien de fois ces poteaux-là ont créé des catastrophes ici et là? Quand ces poteaux commencent à se fissurer, et pour trouver même un poteau, moi pour avoir les poteaux, je suis allé acheter moi-même mes poteaux. Non, vraiment, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Maintenant, vous allez supporter, puisque l'action administrative, l'action gouvernementale est continue. Monsieur le ministre Elundou Essomba, vous êtes à 50 000. Il vous faut encore plus de 500 000 pour régler ce qu'un autre a créé comme problème. C'est grave quand même. On ne peut pas continuer. On aime le provisoire. Hein? Tout le monde sait que ça, c'est mauvais. On ne dénonce pas quand on passe les marchés. Et c'est bien qu'il soit encore là pour voir ces poteaux-là. Parce qu'on ne connaît pas souvent la durée. Oui, je ne sais pas ce que son champ d'eucalyptus va devenir. Parce qu'il a encore là-bas plus d'1 million de poteaux qui sont plantés. Il a déjà amorti, oui. De change, j'imagine, après autant d'années. Non, il a ces poteaux-là, il va les envoyer. Ou peut-être dans un autre pays qui n'est pas sérieux comme le nôtre, pour qu'eux aussi commencent d'abord. Oui, il va choisir un pays qui n'est pas sérieux. La végétation, ça va nous faire du bien pour l'écosystème, de toute façon. C'est le côté positif. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup, chers tous, pour cette analyse concernant la revue de la presse de ce jeudi matin. Eh bien, on va y aller avec ce programme d'obsèques en accord avec la diffusion. Voilà, c'est le programme de Madame Edjimbine Meyombeme Mbang Marguerite. Voilà, merci beaucoup. Elle a vécu entre 1943 et 2025. On a donc à faire part de plusieurs grandes familles, parmi lesquelles la grande famille Yondong, la grande famille Bindi Ngono à Yaoundé, la grande famille Eto Mvutu à Mengong, la grande famille Mvo Mebale de Biba Yevol par Ebolova 2 et la grande famille Essam Olozo de Mvam Zapfong par Ngoul Makon. Donc il y a plusieurs autres familles qu'on ne pourra peut-être pas lire. Et voilà, Monsieur Changa Raoul, son épouse et leurs enfants, Monsieur Aranda Jean-Richard, son épouse et leurs enfants, à Yaoundé, Mademoiselle Ngono Pulchéry et ses enfants, Mademoiselle Yenga Delphine, voilà les neveux, les nièces, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, amis et connaissances ont donc la profonde douleur d'annoncer le décès de leur épouse, fille, mère, sœur, tante, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, amie, Madame Edjimbine Meyombeme Mbang Marguerite, survenue le vendredi 14 mars 2025 des suites de maladie. Le programme prévoit
Et du lundi au 7 avril, du lundi 7 avril au mercredi 9 avril 2025, recueillement au domicile familial à Messassi. Vendredi 11 avril 2025, 13h relevé de corps à la morgue de l'hôpital général Yaoundé. 14h30, office religieux à la paroisse EPC de Djongolo Yaoundé. 20h, office religieux au domicile familial à Messassi Yaoundé, suivi d'une veillée. Samedi, voilà, 12/4 2025, on sera déjà en août. Voilà, 9h, cérémonie traditionnelle. 13h, vous aurez donc office religieux et témoignage. 16h, inhumation. La dernière page vous propose donc voilà le chemin, voilà, pour ceux-là qui ne savent pas comment se retrouver jusqu'au lieu des cérémonies prévues donc samedi le 12 août 2025. Vous pourrez donc suivre tout simplement le plan qui est dessiné là et voilà, vous allez pouvoir apporter votre soutien à la famille si durement éprouvée. Donc, nos sincères condoléances, une fois de plus, hein, de la part de tout le plateau d'Espace Miné, de la part de la télévision Info TV en général. Et puisque nous sommes justement dans voilà, le cadre des informations, prenons également ce communiqué de presse rapidement. Alors, en prélude au démarrage imminent des travaux du projet Yaoundé, cœur de ville, le maire de la ville de Yaoundé procédera au lancement du paiement des indemnisations d'une première vague de personnes impactées par le projet au niveau des carrefours Van à Yaoundé 4 et Liguefa Yaoundé 2 et 6 le jeudi 10 avril 2025. Il invite par conséquent les personnes concernées du Mont recensées à se présenter dans la salle de célébration de l'hôtel de ville de Yaoundé le 10 avril 2025 à 14h précise pour retirer leur chèque. C'est signé le maire de la ville de Yaoundé, voilà, Luc Messi à Tangana, voilà. Alors, très chers téléspectateurs, allons-y avec cette autre information triste. On va peut-être nous proposer à nouveau ces images concernant cet accident, ce drame survenu dans la nuit sur l'axe Yaoundé-Douala. Je l'ai tantôt annoncé. On parle donc d'un accident de circulation avec ce gros porteur, hein, voilà, ce bus d'une agence que je préfère ne pas citer, ce matin, qui aurait percuté un autre véhicule garé, voilà, notre camion garé ayant causé donc la mort des citoyens camerounais et bien sûr plusieurs blessés. On a quelques images là qui parlent d'elles-mêmes. C'est un acte insoutenable, voilà, ce sont des images insoutenables qui font très mal, certainement avec voilà, nos invités sur le plateau. On va essayer d'analyser un tout petit peu. Alors Pierre Biro, un accident de plus sur nos routes. Nos routes sont accidentogènes. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont génératrices d'accidents. Quand un véhicule est en panne, il reste sur nos routes. Quelquefois, il n'y a même pas de signalisation. Vous voyez ça? Nos routes ne sont pas éclairées. Il y a des chauffeurs aussi qui n'ont pas les phares ou qui roulent à plein phare lorsqu'il ne le faut pas. Donc, nos routes ne sont pas de bonnes routes. Et notre circulation n'est pas bien encadrée. Ces gens qui font la surveillance, ils disent que c'est quoi routière, la prévention routière. Dans la nuit parfois. Ce qu'ils devraient faire, c'est de signaler chaque fois qu'il y a un mauvais stationnement, parce que c'est très dangereux. Vous pouvez rentrer dans un véhicule comme cela. Même seulement les pleins phares que vous venez d'évoquer. Bien sûr. Donc, ça vous, d'ailleurs, j'ai vu que beaucoup d'automobilistes ne savent pas comment changer les phares, qu'il y a des phares de croisement. Une dame m'a dit, quand elle part de Douala, quand elle a déjà allumé, c'est jusqu'à Yaoundé. La destination. Donc, tu lui fais des signes pour dire, attends, tu m'éblouis. Et on a même aggravé maintenant, on a des phares chinois, entre guillemets, là, qui éblouissent. Et chaque automobiliste tente d'avoir, d'ailleurs même les gars des motos, là, chacun tente d'avoir ces phares-là. Il y a aussi les klaxons et tout ça. Donc, nous devons travailler à la vraie sécurité routière. Pas aux arnaques qu'on trouve là. Les gens sont dans les carrefours, dans les brousses avec les serpents, peuvent même les morts. Il faut élaguer. Et les routes, elles sont exiguës. Elles sont petites, les petites routes comme ça. Je ne sais pas comment on peut appeler les petites routes comme ça. Donc, les gros porteurs et autres. Maintenant, les chauffeurs des agences, parlons-en, ne se reposent pas suffisamment. Ils sont surexploités, mal payés, distraits. Quelques-uns prennent même les liqueurs et les drogues pour conduire. Oui. Parce que
Une route comme Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Kribi, si vous l'avez faite en aller, vous devez vous reposer. Il y en a qui la font en aller-retour le même jour. Non, 2 fois par jour. Aller-retour, oui, fois 2. oui, il y a le départ de la nuit. C'est encore le même qui est C'est programmé. vrai que c'est quand même énorme. Hein. Oui, mais on considère qu'on doit vous utiliser au maximum. Vous faites 3 jours de travail avant d'aller vous reposer. Et les pauvres passagers qui ne sont même pas au courant. Même s'ils sont au courant, vous connaissez les Camerounais. Le chauffeur dont vous dites qu'il s'arrête, les gens dans le cas vous disent ce n'est pas ta voiture. Qui nous amène d'abord. Nous, on est pressés. Vous dites que ce type est en train de sommeiller, qu'il gare. Il y a des gens qui vous disent qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Wow. Voilà, donc voilà, on a quand même un peu cette inconscience de certains citoyens camerounais qui ne se rendent pas compte que la vie, rien ne vaut la vie. Et donc voilà, ce matin, on parle donc encore de pertes en vies humaines à Landouk. Ouais, excusez-moi. Vous savez, il y a 4 facteurs en réalité qui expliquent les accidents sur nos routes. Il y a les causes humaines, c'est-à-dire qu'il faut déjà voir avec le chauffeur lui-même, les personnes avec qui le chauffeur interagit. Il y a des gens très indisciplinés qui en arrivent là à avoir des joutes verbales avec le chauffeur pendant qu'il est en train de conduire. Ça, c'est d'une irresponsabilité indescriptible. Il faut laisser le chauffeur concentré sur sa tâche. Il y a des gens qui distraient le chauffeur, etc. Et il se trouve même que dans le cas d'espèce, pour ce qui nous a été soumis, il se pourrait que ce soit dans le créneau en question que nous sommes. C'est-à-dire que l'accident aurait été causé par quelqu'un qui a passé le temps un tout petit peu à agacer le chauffeur. Et puis, ça a joué sur sa concentration au moment où il entrait dans la zone où il y avait l'obstacle. Donc, il y a ça. Donc, il y a les causes humaines, il faut le dire. Maintenant, il y a les causes liées au véhicule lui-même. Vous savez que nous sommes une espèce de dépotoir ici. L'état de nos véhicules, est-ce qu'on a vraiment des véhicules en état? En anecdote, comme ça, quand j'étais encore au secondaire, je sais qu'on avait une série de véhicules là pour les transports en commun. Sur les longs trajets, c'était des cars Saviem. Faut voir combien d'années d'abord les Français ont roulé avec cette histoire. Là-bas, c'était des cars de marque Renault, les Saviem là. Les Français eux-mêmes d'abord ont roulé combien de temps avec avant de nous envoyer ça. Mais c'est comme Pierre Blérieux l'a dit, comment est-ce qu'un véhicule en panne reste garé quand même sur la route au point de causer un accident? Au-delà même des mauvais stationnements, il y a même d'abord les problèmes de visite technique sur l'état même du véhicule. Quand l'état est corrompu, on a un système qui fonctionne sur la corruption. Les gens viennent, ils délivrent des faux visas au niveau des visites techniques. Vous avez un véhicule qui n'est pas en bon état, mais on le laisse circuler parce qu'on a monnayé, etc., etc. Et puis les différences se font ressentir par la suite et puis ça orchestre des accidents. Maintenant, il y a les points aussi sur lesquels Blérieux a insisté là, c'est-à-dire que les routes sans signalisation, les routes totalement cabossées, etc. Je suis surpris là, on m'a dit quelque part même qu'il y a une ministre qui a dit qu'elle ne voit pas, en tout cas, elle ne voit pas un certain nombre de choses dans la cité au moment où elle passe. Je ne sais pas comment elle fait pour... Non, c'est un ministre. C'est un ministre qui a dit ça. Voilà. C'est un homme. Voilà. Un homme qui a comment dit il fait pour voir ça? Lui ne voit pas ça de chez lui jusqu'à son bureau et en voilà. aller-retour. Comment il fait pour ne pas voir ça? C'est le ministre Momo, Jean de Dieu. Et on constate quand même que là, maintenant, c'est chose surprenante. Je n'avais jamais vu ça avant. Dieu sait que je suis quand même à Yaoundé depuis longtemps, ou alors j'ai fréquenté Yaoundé sur une longue période. Là maintenant, sur des axes inimaginables, nous avons des nids de poules, etc., de gros creux, même jusqu'au centre-ville de Yaoundé, c'est incroyable. Donc vous voyez que avec un tel état de route, nos routes deviennent accidentogènes. Voilà. Donc il faut faire attention. Les gens forcément ne font pas attention dans un contexte où les gens aiment boire, parce que moi je vais pas prendre des gants pour parler de ça. Les Camerounais aiment être en état d'ébriété, ils prennent des drogues, etc., etc. Et ça joue sur la lucidité. Vraiment, la conduite, c'est pas pour des gens qui sont en état d'ébriété, qui ne sont pas
pas en possession de tous leurs moyens sur le plan psychique. Donc, ça crée des problèmes. D'accord, merci. Merci. Et quand on voit quand même les images, n'est-ce pas, de cet accident-là, ça prouve quand même que le véhicule qui roulait peut-être à tombeau vert, roulait à vive allure. On ne pourrait pas seulement parler toujours de l'état des routes. Même la façon justement de conduire peut également causer ce genre d'accident. La preuve, mon père. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'ensemble du système de transport qui doit être revisité ici au Cameroun. Je voyage sur cet axe une fois par semaine et je peux vous dire que quand vous prenez un bus, et surtout quand vous voyagez de nuit, vous avez l'impression que les deux bus vont se toucher. Donc ça fait vraiment peur. Donc il y a tout un ensemble de choses. Et les pouvoirs publics doivent faire leur travail. On se pose la question, les péages qui sont faits, ça entraîne quand même pas mal de sous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éclairer nos rues? Pourquoi on ne peut pas faire des autoroutes? Pourquoi on se pose pas mal de questions là-dessus. Mais aussi, il y a la discipline que doivent avoir les usagers de la route. On s'en fout éperdument. Vous voyez, les gens font du n'importe quoi. Je pense que c'est l'ensemble du système qu'il faut revisiter. Ce n'est pas seulement de faire la répression comme font, n'est-ce pas, les agents qui sont sur la rue là. Moi, je dis on les envoie juste pour prendre de l'argent. Moi, je ne les vois pas être en train de faire réellement leur travail. Parce que quand vous venez, ils vont vous demander de l'argent, des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut décrier aujourd'hui et je pense que les pouvoirs publics ont fort à jouer dedans. Merci beaucoup pour vos différents avis. Toutes nos sincères condoléances aux familles ainsi direment éprouvées, aux blessés, prompt rétablissement. Voilà, vivement que les chauffeurs se reposent quand même davantage avant de prendre la route et qu'on puisse véritablement contrôler, on va dire, ces excès de vitesse. Dans quel état est-ce qu'un chauffeur prend le volant et tout ce qui pourrait participer à causer un accident de la circulation. Alors, très chers téléspectateurs, on va y aller avec cette troisième partie consacrée à la dénonciation du jour. Mais avant, prenons une petite respiration. Regardez Espace Miné sur les antennes d'Info Télévision. Vous pouvez également nous suivre via nos différentes pages YouTube ou Facebook, mesdames, messieurs. Et la rediffusion est prévue à 22h30 sur les mêmes antennes, bien sûr. C'était donc le deuxième arrêt. Allons-y avec le troisième consacré à la dénonciation du jour. Pour le faire, bien évidemment, nous passons la parole à Pierre Berriot-Niemek. Alors, Viviane Andrea, c'est un phénomène de société. Quand vous visitez les structures d'événementiel, vous voyez qu'elles ne font qu'acquérir du matériel sophistiqué, haut de gamme, mais alors, d'une cherté, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je parle de cherté ici, c'est relativement à la bourse des Camerounais. On va vous dire que pour simplement la décoration, pour la mise en place d'une salle, vous avez à dépenser près de 3 millions de francs. Location de salle, 3 500 000. Nous voyons donc des Camerounais qui, dans le désir de paraître, vont s'endetter pour célébrer leurs cérémonies, notamment les cérémonies de mariage. J'ai eu plein de cas de personnes qui, aujourd'hui, sont en difficulté financière
parce qu'elles ont voulu faire des mariages pompeux, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et tous ces artifices qui ne font que s'ajouter, vous imaginez. Et après, on est en difficulté dans la vie de couple. Nous dénonçons le fait que les gens veuillent faire des cérémonies pour éblouir, mais des cérémonies qui ne répondent pas à leurs revenus objectifs. Ils vont jusqu'à s'endetter, que ce soit dans les banques, et ceux qui n'ont pas la possibilité de s'endetter dans les banques, s'endetter dans les tontines, s'endetter chez des usuriers pour se marier. Est-ce que la cérémonie de mariage est un investissement qui rapporte de l'argent? Pourquoi en est-on arrivé là? Toujours dans la volonté de se faire voir, dans le m'as-tu vu. Donc c'est ce que nous dénonçons ce matin. D'accord, donc ce matin on dénonce ces personnes-là qui, voilà, dans l'objectif de se faire voir, dans l'objectif peut-être de réaliser son mariage de rêve, voilà, ces personnes qui vont donc jusqu'à s'endetter auprès soit des banques, soit des amis également, ça arrive pour pouvoir réaliser donc leur mariage de rêve. Mais après, se retrouvent donc dans des difficultés, voilà, financières, parce que oui, on ne pense pas très souvent au lendemain. On se dit il est d'abord important de bluffer tout le monde, de marquer tout le monde et surtout très souvent de confirmer son charisme auprès de la belle famille. Cela peut donc nous mener à des situations tristes par la suite. Alors, chers panélistes, c'est un problème réel quand même que vivent beaucoup, mais alors beaucoup de citoyens camerounais, surtout les jeunes qui veulent toujours paraître au lieu de vivre voilà, à leur niveau, voilà, avec les moyens que vous avez. Alain, donc je commence par vous. Justement, il y a cette dialectique entre l'être et l'avoir. Et je pense qu'avec le capitalisme ambiant, les gens dans cette dialectique ont choisi le paraître au lieu d'être. Voilà, et l'avoir. Parce qu'il y a tout un conditionnement social qui va dans ce sens et qui les aide à aller dans ce sens. Allez là, au niveau de certains bouquets, pour voir le type de programme qu'on diffuse sur certaines chaînes télévisuelles. Vous allez voir des programmes du genre mon incroyable anniversaire, mon ceci, cela, mon mariage de ouf, de rêve, ce genre de trucs. Mon mariage de Bref, rêve. on est dans une dynamique où, voilà, on va en mettre plein la vue aux gens. Et puis les gens, vous savez, les gens agissent toujours dans le sens de ce qu'ils voient. Donc quand ils regardent ça, ils se disent, ben moi-même je vais reproduire ça, même s'ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, finalement, on a des agents économiques qui ne sont pas forcément dans la rationalité. Or, tout agent économique devrait, au maximum, essayer de se comporter de façon à préserver ses intérêts. Et là, on veut vivre pour les autres, on se définit dans le regard des autres, et puis parfois on laisse quelques casseroles. Et c'est bien dommage. Donc les gens doivent se discipliner et apprendre à vivre selon leurs moyens. Vraiment, la modestie n'est pas un mal, c'est une vertu. Il faut que les gens comprennent ça. Apprenons aussi par moments à être modeste. Il y a le mariage, certes, mais après le mariage, il faudra continuer la vie. Donc, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair, hein, mon père, il faut que ce soit clair parce que justement, cela va souvent poser un problème à un moment donné au niveau des projets à long terme parce que quand vous avez donc fini de réaliser votre mariage de rêve, vous êtes heureux, d'accord, vous avez de belles photos, ok, vous pouvez faire des posts sur les réseaux sociaux, super, tout le monde en parle, vous passez même à la télé parce qu'aujourd'hui il y a même des concurrences hein, sur les réseaux, on essaye de voir qui a eu le meilleur mariage de l'année. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause des attentes des uns et des autres, l'entourage qui nous met une certaine pression et puis même le coût, hein, c'est-à-dire la salle coûte cher, le buffet coûte cher, la boisson coûte cher, quand on voit la dot encore c'est autre chose. Donc c'est-à-dire tout ça nous oblige parfois à avoir un mariage qui coûte quand même les yeux de la tête. Je voudrais ici attirer l'attention sur la question de l'accompagnement même au mariage. Parce que beaucoup de gens ne considèrent pas qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être conseillés. Et je tire ici l'alarme dans une société qui, en fait, où les gens sont en train d'avoir des comportements déviants, n'est-ce pas? Les uns et les autres se font la concurrence sur des questions du m'as-tu vu?
pourtant, ils n'ont pas les moyens suffisants pour faire. Nous voyons beaucoup de jeunes gens qui sont dans des situations. Moi, en tant que pasteur, je peux vous dire que en discutant avec les couples, n'est-ce pas, je réalise souvent, déjà, la dot, c'est très compliqué. Arriver jusqu'au niveau de se marier, je vois aujourd'hui, il y a des familles qui ne blaguent pas. J'ai sur la main des dots exorbitantes. Après avoir, n'est-ce pas, franchi cette étape, vous vous retrouvez maintenant pour la célébration du mariage. Il faudrait que les jeunes gens soient conseillés. Ça pousse certains couples parfois à dire, OK, on va revenir donner à manger au village, après on se marie d'abord à l'état civil et puis... Oui, tout à fait. Il faudrait revoir un peu cet ensemble de systèmes en conseillant les jeunes gens. Les parents ont un rôle à jouer là-dessus dans l'accompagnement des jeunes gens qui se marient, les hommes d'église, les hommes de Dieu, les religieux. Ils doivent, n'est-ce pas, donner des bons conseils, les pouvoirs publics même, parce que le maire pourrait faire quelque chose pour conseiller les jeunes gens qui entrent en mariage, pour mettre en perspective ce qui vient après, plutôt que ce qui se passe à l'instant. Parce que la vraie vie du mariage, c'est après. Ce n'est pas pendant la cérémonie de mariage. D'accord. Donc on retient cela, la vraie vie du mariage, c'est après. Ça veut dire c'est là où on commence même à vivre le mariage. Pendant la cérémonie, c'est juste une petite fête, voilà, pour informer les uns et les autres que c'est officiel. Hein, désormais, on s'appartient mutuellement. Alors je me tourne vers notre autre invité, Fabrice, justement, qui est également pasteur sur ce plateau. Alors est-ce qu'il y a moyen, quel conseil est-ce que vous donnerez aux gens pour pouvoir peut-être organiser les mariages sans toutefois débourser beaucoup d'argent? D'autres parleraient déjà peut-être de voir les priorités, quelles sont les priorités. Peut-être également c'est dû au fait que beaucoup ne planifient pas leur mariage à l'avance. On a l'impression que les gens se lèvent et se disent on se marie demain, on se marie la semaine prochaine, on se marie dans un mois. Du coup, il n'y a pas assez de temps pour véritablement se préparer. On est obligé de faire des prêts et après, ça nous cale. Parce que après, pour rembourser, ce n'est pas évident. On commence à faire comme Blériot dit souvent ici. C'est pour la petite somme-là que tu m'appelles. Donc, quels sont vos conseils ce matin? Bon, déjà, je voudrais commencer par dire que généralement, cela dénote, ce genre de mariage pompeux dénote d'un complexe d'infériorité. Des personnes qui ont vécu qui ont eu certaines vies difficiles, très souvent, qui n'arrivent pas à la surpasser par la suite. Alors c'est dit qu'en faisant des grands shows, ils seront considérés dans la société. Alors il faudrait donc dire que la cérémonie de mariage, je crois c'est 1 ou 2 jours. Mais la vie du mariage, c'est toute une vie. Alors si on doit, c'est pas parce que forcément les gens ne planifient pas qu'ils s'endettent, non, c'est parce que les gens ont déjà ce complexe-là et ils ont ce truc de vouloir prouver. Le proving. Voilà. Maintenant on parle même du démontrer. Voilà. Le démontrer. Ils veulent prouver qu'ils sont arrivés, qu'ils sont capables. Il y a aussi la pression de certaines belles familles. Et il y a également ma fille coûte cher. Ah oui, elle a tel diplôme, d'autres c'est qu'elle vit en master, Europe, non, elle travaille, par conséquent notre fille, alors on se retrouve avec des dots de 4 millions, 5 millions. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. 12 millions. Ça c'est la dot normale. 4 millions, ça va, 5 millions. Effectivement, à un monsieur, on avait demandé 15 ports. J'ai demandé si le projet c'était d'ouvrir une porcine. Alors, bon, le conseil que je peux dire, c'est que l'on sache que si quelqu'un a les moyens, il doit se dire, premièrement, après le mariage, il aura forcément des enfants. Et il doit préparer le lendemain de son, je veux dire, son propre avenir et celui de sa famille. Donc, qu'il soit modéré, il doit choisir des choses au millimètre près. Faire l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent dans le mariage qui ne sont pas essentielles. Donc, qu'il fasse juste l'essentiel. Au niveau des pouvoirs publics, comme disait l'apôtre, que je voulais saluer, je crois qu'ils ont baissé la dot à 150 000 francs. Ouais, je crois dans le nouveau code de procédure pénale, la dot avait été revue, ou selon dans les consentements, sauf erreur de ma part. Dans toutes les tribus?
Non, c'est une loi. Je pense pas que ce soit au Cameroun. Non. Bon, je n'ai pas le montant, mais... Je pense que 500 000. 500 000. Bon, je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont de toutes les façons... Donc vous allez arriver dans la tribu. Non, le code, non, on a imposé de ne plus faire des dots excessifs. Excessifs, déjà même oui, c'est la raison pour laquelle il y a ces mariages collectifs. Mais pas 150 000 francs. Oui, dans l'esprit. Mais je veux dire, ils ont fait quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu des personnes qui ont mis 20 ans de vie à la mort du monsieur. La femme est repoussée avec ses enfants et les biens sont récupérés. Alors c'est là qu'ils sont obligés d'attendre les mariages collectifs là qu'on organise pour se marier. Justement, c'est la raison pour laquelle l'État avait essayé d'organiser des mariages. Voilà, pas d'organiser, mais de revoir au niveau déjà des souches familiales. Mais c'est vrai qu'il est aussi... si la famille refuse, vous devez, mais vous n'allez pas vous opposer à la belle famille. Ça veut dire que c'est mettre votre épouse en difficulté. C'est pourquoi j'appelle à une négociation, à un dialogue et à apporter la situation de façon pédagogique qui permettra en sorte que les deux familles se comprennent et donnent... C'est très important la négociation, l'entente, parce qu'on voit même aujourd'hui dans les doutes, ça veut dire vous finissez de payer tout ce qu'on vous a demandé. Ils organisent encore des petits jeux là, on a volé ceci, on a volé cela. Justement, et il faut même aussi souligner que la plupart, pour ma part, après l'analyse que j'ai fait des mariages pompeux, n'ont pas mis 5 ans. D'accord, parce qu'il y avait un objectif peut-être, voilà, et voilà. Donc du coup, il faut le dire. Parce que l'œil humain, les gens qui viennent, vous le connaissez, parce que c'est une question d'énergie. Quelles sont les énergies qui sont dégagées autour de ces différentes cérémonies? Donc vous dites qu'il faudrait organiser des choses, des cérémonies assez sobres, assez intimes, avec des intimes, pas forcément à avoir besoin de faire le tape à l'œil, parce que oui, il y a aussi les femmes qui sont derrière cette pression. Oui, et beaucoup ont l'impression que mariage réussi, c'est ces mariages extravagants, mariages où on a pu, je sais pas, se rapprocher de ce qu'on fait à l'Occident. Et pourtant, on pense quand même que le mariage réussi aujourd'hui, c'est le mariage authentique, c'est le mariage sobre, Berio et Nyemek. Alors, les pasteurs vous ont dit qu'il fallait un accompagnement. Moi, j'ajoute, ce n'est pas surtout les mariés, c'est les familles qu'il faut accompagner. Ah, les familles des mariés. Oui, parce que les familles sont contre le mariage, en fait. Oui, quand vous voyez les attitudes... Ils sont contre le mariage. Oui. Quand c'est votre oncle qui doit prendre votre dot, Viviane, que vous n'avez plus de père, venez voir ce qu'il écrit. Il écrit 8 fois ce qu'il aurait écrit sur la dot de sa propre fille. Vous comprenez? En fait, il rejette le mariage. Il veut créer une situation qui fasse en sorte que votre mari se décourage. Mais quand ce dernier déciderait d'affronter quand même, vous verrez tous les obstacles qu'on vous mettra sur le chemin. Il y a l'un des pasteurs qui a dit l'œil. Vous n'êtes même pas encore spirituellement assis que vous voulez donner l'impression d'être riche. Vous savez, quand vous faites des cérémonies de riches, il faut être aussi mystiquement assis. Il y a des gens qui viennent à votre cérémonie pour vous tester, pour gâter la cérémonie, pour gâter le mariage. Donc on ne feint pas d'être riche. Et votre compagne doit savoir que vous n'êtes pas riche. Pourquoi vouloir louer une voiture de riche alors qu'après le mariage, vous monterez sur les motos? Vous voyez comment c'est laid? On te voit le jour du mariage dans une, je ne sais pas comment on appelle les grosses voitures que... Les dernières... Voilà, une Maybach. Voilà, la Maybach. Tu es dans la Maybach. La limousine. La limousine. Tu es dans la limousine, tu es dans la Maybach. Bon, 2 jours après, tu es tenu à Mokolo. Tu attends la moto. Est-ce qu'il y a équivalence? On te filme, c'est le même individu. Qu'est-ce que tu faisais là? Un mariage qui vous coûte pour un gain peu, qui vous coûte 20 millions. Ok? Vous savez que si vous achetez un terrain à 20 millions aujourd'hui, 5 ans plus tard, il vaut 100 millions. Ouais. C'est un gros investissement. Bon, maintenant, vous faites un mariage de 20 millions. 5 ans plus tard, vous n'avez pas encore acheté un terrain pour vous construire une maison. Mais qu'est-ce qu'on doit donc faire? Vous aimez une femme, mais dans sa famille, on vous donne une liste. Si vous aimez une femme et qu'elle vous aime, elle-même doit dire à sa famille que moi, je ne suis pas dans votre truc là. Mais on dit qu'en Afrique, la femme ne parle pas de sa non. Viviane. Tu vas dans ta famille, tu dis à ton père, cet homme et moi, nous nous aimons, il n'a pas les moyens. Nous allons nous construire progressivement. Nous n'avons pas d'argent. Vous avez le choix entre prendre une dot modeste ou alors moi, je pars en mariage.
Donc, vous prenez, c'est comme ça. C'est possible de partir en mariage? Bien sûr, bien sûr. Et on est heureux, on ne parle pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Ça, c'est quand vous êtes petit. Si vous avez un mari normal, il part là-bas, il vous prend en mariage, vous venez rester chez lui. Donc, il faut que les gens respectent l'état, la situation financière des futurs mariés. Un beau-père qui est en train de construire une grosse maison et qui demande au beau-fils, qui n'a pas le terrain, de lui acheter les tôles. Ouais. Mais vous comprenez ça? Les gens vous demandent d'acheter les écrans plasma alors que vous êtes un locataire qui a un petit truc de 32 pouces. Vous allez mettre des écrans plasma chez votre beau-père pour faire quoi? Non, il faut éduquer les familles. Et maintenant les amis, vous n'êtes pas obligé, d'inviter tout le monde, vous savez. Invitez les gens en nombre que vous pouvez gérer. Vous comprenez? N'invitez pas les gens juste pour le plaisir. Celui qui se fâche, tu dis, mon frère, on va se rattraper. Vous voyez, même à mon anniversaire, je n'ai pas invité tout le monde. Alors que, le fameux message. Si tu n'as pas eu le message, tu ne viens pas. Donc, on va se rattraper et la cérémonie est déjà passée. Exactement. On ne se rattrape jamais. Donc, on ne se rattrape jamais. Oui, tu prends un nombre réduit. Tu les gères normalement et sobrement. Tu passes à autre chose. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre quelques réactions quand même avant de poursuivre. Bonjour le panel, bonjour au monde du paraître et du buzz. C'est Ngam Bargaroger, parfait, depuis Ngoulmakon. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Bonne dénonciation. Mon professeur de comptabilité nous disait en fac que même la maison n'est pas un investissement. Combien de fois le mariage? D'autres hommes le font sur la pression de la femme. Après le mariage, il y a une vie. Et tu peux même perdre ton travail et il faut encore vivre. Alex Parole depuis Douala. Bonjour le plateau, franchement, qu'est-ce que le monsieur... non, ça c'est le message qui date, voilà. On va prendre son dernier message, voilà. Bonjour Viviane Andrea, bonjour le plateau, dites à Pierre Blériot et Alondo qu'ils parlent comme ça parce qu'ils ont les mains dures et ils sont radins, c'est tout. Non, non. Si vous avez décidé de ne pas être des vrais hommes le jour de votre mariage, c'est pour vous. Non, je ne parle pas de moi. Enfin, il dit que c'est une façon de valoriser la femme et d'immortaliser le jour de mariage parce qu'on ne se marie pas deux fois. Il faut se marier avec ses moyens. C'est ce que nous disons. Il ou elle ne connaît pas mes moyens. D'accord, moi, je peux m'offrir un mariage de 20 millions sans en souffrir. Les femmes ne peuvent pas être d'accord avec vous ce matin. J'ai voulu le dire tout à l'heure dans le développement que Blériot et toi vous avez fait. En fait, dans l'esprit du législateur camerounais, il a en tête de ne pas ériger la dot comme un obstacle au mariage. Mais il se confronte à un obstacle culturel. Où il y a un renchérissement total croissant. Et l'État lui-même est un peu embêté parce que vous le disiez là tout à l'heure, Blériot et toi, voilà, etc., les malédictions, vraiment, je veux pas de problème avec la sorcellerie, c'est comme ça que ça commence, et dans les affaires de mariage, on va me manger. Donc les gens ont peur, bien que l'État ait déjà pris les dispositions, créé le cadre pour que la dot ne soit pas un obstacle. D'accord. Ok, bonjour Info TV, bonjour à cet éblouissant panel. Pour la dénonciation du jour, ce sont des femmes comme les ravissantes Viviane Andrea qui nous donne les ABC ici dehors. Parce qu'elle coûte cher en général. J'avais déjà lu. Il est important surtout pour les femmes de comprendre que certes le mariage c'est l'un des plus beaux jours de la vie, mais il faut savoir redéfinir les priorités. La dot en elle-même est déjà chère. Voilà, la dot en elle-même est déjà assez chère et donc il faut encore dépenser des millions pour un mariage de rêve. J'interpellerai plus les couples en voie de mariage de s'endetter pour construire leur vie au lieu de dépenser pour quelque chose qui ne durera qu'une seule journée. Le mariage c'est toute une vie. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Viviane Andrea, très belle émission, merci pour la retransmission en direct sur YouTube. Mes salutations cordiales à M. Pierre Blériot-Nyemex et Yomel Djanko depuis École des Mines en France. Bonjour le plateau, le cas qui est décrit aujourd'hui est réel sur l'endettement pour le mariage. J'en ai été victime, j'ai eu 5 ans de retard dans ma vie, mais grâce à mes efforts, j'ai pu me relever. C'est une erreur pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ne le faites pas. Firmin depuis Douala. Mais est-ce qu'on vous oblige à aller vous endetter aussi? Oui, oui, les belles femmes. On ne vous oblige pas. C'est ce qu'on vient de te dire, c'est la pression. Si vous choisissez de vous endetter, c'est que moi, disent que leur habillement, c'est 3 millions habillement de la mariée. Vous voulez garder le charisme, les gars. Bonjour Espace Miné, vous allez très bien, j'espère. Concernant la dénonciation, Blériot vient de révéler ce qui se passe dans la tribu Eton.
Concernant la dot. Cet attribut, lit. Généralement, chez les étones, on ne parle pas de sa propre chose, voilà. Donc, même si tes parents sont encore vivants, ils n'ont pas grand-chose à dire. Il y a un chef de famille pour ça. Bienvenue la surenchère dans le but de décourager les gens. Triste réalité de la dot chez les étones d'Eric Dakok Ndoé. Ça, c'est une victime. Il a été victime. Bonjour, chaleureux panel, grand frère Blériot, c'est mon mentor, il connaît la vie. Il faut se marier avec ses moyens, il faut être vrai, réaliste. Si ta femme t'aime, elle va gérer ça avec ses parents. Stéphane depuis Nkwaban. Ah, fin là. Ok. Donc, si ta femme ne t'aime pas... Bah, moi, je pense qu'on conseille toujours aux femmes de ne pas se mêler. Hein. Mais maintenant, après, les choses changent. Très belle tenue. Bonjour à toi, la présentatrice la plus jolie du 10-12. Merci. Alors, pour la dénonciation, tout est paraître, nos vêtements, nos téléphones, nos voitures, nos maisons. Alors, pourquoi ne pas vivre sa vie de paraître, puisque c'est grâce à ce paraître que la société nous accorde de l'importance. Ne dit-on pas qu'on ne vit qu'une fois? Un bon mariage ne devrait même pas coûter 1 million. Lorsque c'est déjà le million, c'est le paraître. Monsieur Nyemeka, 3 épouses. C'est depuis comment a-t-il fait pour célébrer le mariage avec son salaire d'enseignant? Ah, les Camerounais. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas seulement 3. Est-ce que c'est 3? Il a beaucoup de fausses informations. Bonjour, mademoiselle. Je ne savais pas qu'Alain Douk était acteur de série. Je comprends pourquoi il met toujours les organes quand il parle avec son jeu de mime là. Et le gars fait même les vidéos sur YouTube. Mais vous le suivez? Ok. Il dit, si j'ai 3 millions de francs, je préfère faire mon mariage à 500 000. Et les 2,5 millions, je les consacrerai à la lune de miel et à l'après-mariage. On fera le mariage à huis clos. Et je prie que Dieu me donne une femme avec ce mindset. Viviane, comme toi-même, tu es claire, là, les femmes claires ne sont pas simples. Il faut bien écouter les hommes sages sur le plateau, tu réussiras ton mariage. Viviane, vous pouvez voir, ok, d'accord, merci beaucoup pour voilà, vos différents avis. Bonjour à toi, la présentatrice la plus jolie, merci, c'est gentil. Mon beau-père, à ma dot, m'a tellement trop demandé au point de m'exiger une paire de tennis de marque Nike. Moi, j'étais dépassée. Et tu as fait comment? Mais va à l'Afrique. Ouais, pas facile. Hein. Les hommes, vous souffrez quand même. Bonjour à vous sur le plateau d'Espace Miné. Beaucoup de gens me demandent chaque jour pourquoi je ne me marie pas. Alors que tous mes amis de ma génération sont déjà mariés. J'ai répondu que ça sert à quoi de se marier et aller en location. Des années après, j'ai vu certains de ces couples se séparer au grand regret de mes amis qui pleurent leurs dépenses et dettes consacrées. Aujourd'hui, les femmes se bousculent pour être celle que je dois mettre chez moi. Et j'en profite encore un peu avant de me caser sur celle que je voudrais. La vie, c'est le schéma. Non, là, c'est un mauvais schéma. Le mariage, ce n'est pas pour se caser. Le mariage, c'est un projet de vie. Parce que si vous ne le faites pas au bon moment, vous pensez que c'est un lieu où vous allez vous caser, vous allez rater votre vie. Il vaudrait mieux être sobre, se marier, que de dire qu'on va aller se caser. Vous comprenez? Ce n'est pas une case où on va aller dormir, non. C'est un projet de vie avec la personne avec laquelle on va vivre. D'accord. Voilà. Il dit, les filles brunes nous rendent la vie dure au pays. Viviane, accepterais-tu toi-même de faire un mariage modeste de 500 000? Non, il n'y a même pas aussi non plus de mariage. Est-ce que le mariage peut coûter 500 000? On me dit à combien? La robe coûte combien? Il ne faut pas exagérer. On mange quoi? On boit quoi? Il ne faut pas exagérer. Ou bien vous appelez le maire, il vous célèbre ça au salon. C'est mieux. Et chacun rentre dans sa chambre. Bonjour, Madame Viviane Andrea, belle émission. Je salue tout ton panel. Bonne suite. C'est Madame Ngo Nyemek Elisabeth. C'est Nyemek. Oui, c'est Nyemek. Oui, non, c'est une sœur, elle est militaire. C'est Mambombo. Ouais. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Un mariage sans dot et une vie de souffrance. Autant mieux faire la dot sans aller à l'église. La paix est bien. Bernie de Biémassi. D'autant plus que la nouvelle loi dit que la dot est équivalente désormais au mariage. Bon, c'est un processus. Le mariage coutumier est enregistré. Puisqu'on le déclare maintenant. On le déclare, il est enregistré. Non, vous pouvez faire un mariage sobre, un mariage civil sobre, quand vous aurez les moyens. D'ailleurs, les hommes d'église sont là. Le mariage religieux ne se faisait pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que dès que vous sortez du mariage civil, vous deviez montrer patte blanche. C'était après un certain nombre d'années, après le mariage civil qu'on venait présenter. Maintenant, je vois la nouvelle technique. Les gens font le mariage religieux le même jour et le lendemain, vous les voyez dans les tribunaux. Le mariage religieux, normalement, on ne divorce pas lorsqu'on a fait le mariage religieux. D'accord, merci. Et pour les religions orientales, le mariage religieux, c'est seulement pour les monogames.
On ne sait pas pourquoi ils continuent de nous empêcher à nous. D'ailleurs, moi, je n'ai même pas besoin de ça. Moi-même, je fais le mariage rédigé à mes épouses. Bon, ok. Alors, je prends un dernier message. Bonjour à Info TV, bonjour à M. Blériot Niemek. Madame la journaliste, votre beauté mérite le journal sur France 24. Vous êtes d'une beauté inestimable. Big up à vous, madame. Très belle émission. Laurent depuis Douala, Japoma. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Avec mon cas, c'est ma fiancée. C'est mon cas avec ma fiancée en ce moment. Elle est orpheline et son oncle a sorti une liste du venez voir et une enveloppe de la dot d'environ 3 millions. Il n'écoute plus sa nièce parce qu'il veut gérer la dot avec l'argent de la dot pour ne rien dépenser le jour de la dot pour recevoir ma famille. Ah ok, il veut gérer le mariage avec l'argent de la dot, c'est ce qu'il voulait dire. Non, il veut gérer le vrai donneur. La réception avec l'argent de la dot. Ok, d'accord. C'est Gaël depuis Guidère. Bon, quelqu'un conseille pour lui? Non, mais qu'il se marie. Hein. L'oncle là ne fera rien, qu'il se marie sobrement. D'accord. Il lui promet de lui donner la dot après. Voilà. On ne meurt pas de dette. La promesse, c'est une dette quand même. Il veut donner la après. promesse, c'est une dette. On verra après. On verra après. Donc voilà, apprenez à promettre. De temps en temps, ça sauve. Merci beaucoup. C'était la dénonciation du jour. Mesdames et messieurs, on va y aller avec l'instant de l'analyse. Mais avant, on fait un coucou à nos partenaires et annonceurs qui nous suivent et qui nous accompagnent au quotidien. Ça se passe sur Info Télévision. On se dit à tout à l'heure. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement, alliant intérieur et extérieur, pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun, aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui.
Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfiré Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise de la longévité. Retour sur le plateau de Espace Miné, vous êtes sur les antennes d'Info Télévision et vous pouvez nous regarder soit
à travers la 6 ou la 317 de votre bouquet Canal 7. C'est l'instant consacré à l'analyse du jour. Le grand débat, race et religion, les Noirs sont-ils maudits? C'est une thématique assez intéressante et surtout très profonde que nous allons donc mettre sur la table ce matin avec nos invités. Ils sont experts, consultants, ils sont très calés, mesdames et messieurs, en question de spiritualité. Alors, de prime abord, on va faire comme à l'école quand on a un sujet, on va d'abord essayer, n'est-ce pas, de se rassurer que tout le monde comprend les termes clés. On a donc là deux termes, race et religion. C'est quoi la race et c'est quoi la religion? Et peut-être quel lien existe-t-il entre la race et la religion, Alain Douk? Voilà. Pour race déjà, la race est un groupe de personnes qui se caractérisent quand même par le fait qu'ils ont soit les mêmes ascendants, soit ils sont tous descendants du même arbre généalogique, et puis ils ont des caractéristiques en commun sur le plan héréditaire ou sur le plan du phénotype qui fait qu'on peut les regrouper et les classifier et de façon distinctive par rapport aux autres groupes. Donc c'est ça la race. Donc il y a des caractéristiques qui distinguent un groupe des autres. Voilà, et ça sur le plan génétique ou sur le plan des, voilà, des caractéristiques physiques ou, voilà, ou personnelles. Maintenant, la religion, c'est des systèmes de croyances organisés, structurés, des rituels, etc., qui définissent des rapports des hommes individuellement ou alors collectivement avec un être supérieur ou une entité supérieure, et d'ailleurs même aussi qui peut définir un attachement à un certain type de valeurs qu'on se donne. Parce que la religion, c'est pas toujours par rapport à la transcendance. Il y a des gens qui ont une religion liée aux valeurs qui se sont données. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a un problème de race entre la race et la religion? Oui, historiquement, il y a eu des problèmes entre la race et la religion. Puisque, si nous en tenons par exemple à la religion catholique, on sait qu'il y a une bulle papale de 1455, appelée Romanus Pontifex, qu'on doit à Nicolas V, qui a légitimé la classification d'une catégorie de personnes, d'une certaine race, la race noire, comme étant une race de damnés, une race de sous-hommes, et qui méritait de facto qu'on les asservisse, qu'on les esclavagise, et voilà, qu'on les colonise, etc. Donc, si nous avons eu historiquement une exacerbation d'une espèce de négrophobie, on peut dire qu'il y a eu des fondements religieux à cette exacerbation. Et ils se sont appuyés notamment sur un passage, disent-ils, biblique, qui leur donnait légitimation de leur action. Mais est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce que c'est vrai? C'est là tout l'enjeu. Voilà. Et la raison d'être donc certainement du choix de cette thématique pour aujourd'hui. D'accord, voilà, merci beaucoup d'avoir planté le décor. On a pris votre définition. Peut-être un pasteur également pour nous donner une définition. Est-ce que voilà, vous avez forcément la même approche concernant voilà, le lien que l'on peut mettre entre la race et la religion? Je pense qu'Alain Douk a essayé de donner le contour du concept. Maintenant, il est peut-être lieu d'aller en profondeur. Est-ce que ces gens qui, historiquement, se sont servis de la race comme des motifs pour pouvoir servir d'autres peuples, ou alors des religions, des concepts religieux qui ont, n'est-ce pas, permis d'asservir les autres sous le prétexte qu'ils soient maudits? Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Oui, pourquoi aujourd'hui certaines personnes pensent que la race noire est maudite? Moi, je pense qu'il y a un ensemble de faits historiques. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez ressortir cette problématique, n'est-ce pas, où les Noirs sont en train de prendre leur défense et pour démontrer au monde qu'en effet, ils ne sont pas une race maudite. Et je veux dire que si on dit qu'une race est maudite par rapport à une autre race, ce serait que Dieu est injuste. Puisque la qualification par rapport à la bénédiction ou la malédiction ne peut se positionner sur la question de la race. Dieu, la relation qu'il devrait avoir avec, n'est-ce pas, les êtres humains ne peut pas être sur la couleur de la peau, sur une communauté particulière. Dieu est un Dieu plus élevé et qui a des desseins, n'est-ce pas, qui sont parfaits. D'accord. D'accord. Alors, pasteur, on a certaines religions qui semblent donc valider, n'est-ce pas, la supériorité d'une ou de certaines races, voilà, au-dessus de certaines autres. Est-ce que la Bible valide une telle proposition? Est-ce qu'il y a des races au-dessus de certaines autres races? Non,
il n'y a pas de race, une race au-dessus d'autres races, mais je voudrais revenir sur, pour qu'on comprenne, c'est vrai que le sujet est immensément profond, il est vaste. Et, oui, avec très très peu de temps. On parle de religion après le péché. Pourquoi? Parce que la religion n'est pas seulement définie telle que M. Douk l'a fait, la religion aussi est définie ou signifie aussi couverture. Parce que c'est après que l'homme est sorti de la présence de Dieu qui s'est couvert des feuilles de figuier, c'est-à-dire il a cherché autre chose pour se couvrir lui-même. Parce qu'il était déjà hors. Et donc, justement donc avec cette idée, ça fait que ça a généré d'autres idées avec le temps. Maintenant, les races prennent forme à partir de... après le déluge. Parce que c'est vrai qu'avant le déluge, il est question de Nimrod. C'était un seul peuple qui parlait une même langue. Mais Nimrod est venu pour pouvoir construire une tour qui arrive jusqu'au ciel. Et Dieu a séparé le langage. Il y a eu donc, c'est d'où viennent les langues, les dialectes et tout le reste. C'est là où le langage a été confondu. Maintenant, après le déluge, Noé avait eu 3 enfants. Donc les 3 enfants de Noé... Il y a un problème là, pasteur. Vous ne pouvez pas placer Nimrod avant Noé, parce que Nimrod descend de Noé. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, les races donc viennent à partir des enfants de Noé. Donc Noé, nous connaissons l'histoire qui avait bu du vin, et s'est fait découvert par l'un de ses fils Cam. Genèse 9. Oui, par l'un de ses fils Cam. Et Cam, donc, après le déluge, va descendre en Afrique, notamment vers l'Éthiopie, et ses descendants, vous allez remarquer que ses descendants, les 3 autres, parce qu'il en a eu 4 enfants, l'un qui est Canaan, et on va donc définir la malédiction des Noirs sur la base de ce que Noé avait maudit Cam. Non, premièrement, Noé n'avait pas maudit Cam, mais Noé avait maudit Canaan, c'est-à-dire le fils de Cam. Et le fils donc de Cam, qui est Canaan, qui est du côté oriental, mais les autres sont descendus en Afrique. Vous avez Cush, Put et Misraïm, et qui sont représentés par l'Égypte, le Soudan, la Libye et l'Éthiopie. Maintenant, donc, à partir de cette idée d'où va naître l'idée selon laquelle les Noirs sont maudits. Mais ce n'est pas des Noirs qui sont maudits. Déjà, il faut revenir sur l'origine de leur peau. Adam, le premier homme sur la terre, nous savons, ce n'est pas un secret, le jardin d'Éden qui était en Afrique, et l'on tire la couleur à partir de la zone où il naît. Et Adam, qui signifie tirer de la terre rouge. La terre rouge se trouve essentiellement en Afrique. Donc, avec le temps, ça a évolué. On se retrouve donc qu'avec les enfants de Noé, après le déluge, on va donc associer cela à la malédiction. Non, la malédiction est déjà, comme je parlais de l'origine, donc tous, l'origine de la peau de l'être humain du premier homme est d'abord noir. Mais ce n'était pas le terme noir qui était utilisé, mais le terme utilisé était basané. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour votre première prise de parole avec Pierre Birognemek. Dans les grandes religions orientales, et notamment dans le christianisme, on dit déjà que le noir a vu l'intimité de son père a été maudit. On dit également que Esau, fils d'Isaac, est né justement de Jacob, a vu sa bénédiction usurpée par son cadet et a donc perdu ses privilèges. Tout ceci expliquerait-il ce retard des noirs par rapport aux blancs? Alors, on a galvaudé l'histoire. Il faut dire qu'il y a une partie de la Bible qui est faite d'ambiguïté et de rajout. Il ne faut pas que la Bible soit instrumentalisée. Quand vous lisez l'histoire des fils d'Isaac, dont Ésaü et Jacob, il y a une sorte de glissement. Faisons l'économie de l'histoire. L'aîné, c'est Ésaü, le cadet, c'est Jacob. Le père décide de bénir l'aîné. Mais par une sorte de malice, ça c'est l'histoire, la mère organise quelque chose pour que la bénédiction aille sur le petit frère. Posons-nous la question, est-ce qu'on trompe Dieu? Donc si Dieu veut bénir Alain Douk et que la mère s'arrange pour que ce soit le pasteur qui soit béni, ça se passe comme ça? Donc c'est un Dieu malicieux. Vous voyez l'idée, c'est un Dieu qu'on trompe? Non.
ces passages utilisés de cette façon-là font qu'on croit. Et d'ailleurs, on prend l'histoire au milieu. Aujourd'hui, les Noirs sont peut-être en retard, entre guillemets, mais est-ce que ça a toujours été le cas? L'histoire est une course de relais où, à un moment donné, un peuple prend le témoin et conduit les autres peuples. Est-ce que les gens qui disent là que les Noirs sont maudits n'avaient pas dit que les jaunes étaient plus maudits? Les jaunes, c'est-à-dire les Chinois. Aujourd'hui, qui a le témoin du monde? C'est la Chine. Donc, c'est des moments de l'histoire. Les Noirs ont eu leur moment qui a été très long. Le problème avec nous, c'est que nous vivons un moment aujourd'hui où ce n'est pas nous qui avons le témoin de l'histoire. Nous subissons les autres. Et l'histoire étant un cycle, notre moment va revenir. Cela ne fait pas que Dieu soit injuste. Cela fait simplement que chacun ait son tour dans l'histoire. Mais comment chacun exploite son tour? Le vrai problème des Noirs, c'est d'avoir abandonné leur forme de spiritualité. C'est-à-dire la tradition, les coutumes. Non, moi, toute la Bible n'est pas la tradition juive. Il y a une partie qui est la tradition juive. Le message christique, c'est celui de l'amour. Et ce n'est pas un message d'une tribu ou d'une race. C'est le message de l'humanité. Mais à l'intérieur de la Bible, donc, il y a des choses qui relèvent des traditions juives qu'il ne faut pas confondre avec les choses qui relèveraient de nos traditions. Donc, nous ne sommes pas maudits. Les Noirs ne sont pas maudits. Quand nous volons les budgets, nous faisons mal les routes, ce n'est pas la malédiction. Les autres aussi ont fait cela jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'était pas bien pour eux-mêmes. Il nous faut une spiritualité parce que nous sommes déconnectés. Quand nous ne sommes pas plongés dans la spiritualité, nous vivons n'importe comment. Il nous faut retourner au fondement de notre propre spiritualité pour que nous évitions de vivre à la volée. D'accord, Alain, donc... Bien. Vous allez constater quelque chose quand même en rapport avec le sujet. Vous allez du côté de l'Orient, vous avez les hindous, vous avez une grande nation hindoue comme l'Inde, et vous allez remarquer qu'il y a une importante population noire, mais vous n'allez pas les voir sous les feux de la rampe. Prenez les séries, les productions cinématographiques, des postes stratégiques. Très peu de personnes savent même qu'il y a des Indiens noirs. C'est de ça que je parle, qui sont même majoritaires, des amis. D'origine. Bien. Vous allez dans le monde arabo-islamique. Vous ne savez pas qu'il y a des Noirs, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une cabale contre les Noirs. On fait tout pour les mettre de côté. C'est le justif du choix d'un pareil thème. Alors, qu'est-ce qui se passe? La race d'abord, la conception qu'on nous a donnée de la race, c'est une aberration. Parce que, en fait, fondamentalement, il n'y a pas de race. Moi, je dis toujours, il y a une seule race. C'est la race humaine. Les Noirs sont la race matricielle. En réalité, les gens ne le savent pas. Toutes les autres races découlent de la race noire. Pourquoi? Mais parce que le premier homme était noir. Et eux-mêmes, même avec la science que j'appelle la science tronquée, moderniste et post-moderniste, ils ont quand même avoué que la première personne qui a existé sur la Terre était d'origine africaine. Donc, ils finissent par concéder cela. Alors, bibliquement maintenant, allons-y. Quelqu'un a essayé d'aller dans ce sens, mais n'est pas allé loin. Adam, le mot en lui-même, ça veut dire terre. On se comprend. Vous allez remarquer que dans l'économie des mots, dans la langue araméenne, pour parler de la couleur marron, il y a adénomyle, il y a Édom. Édom qui a fini par être le prénom d'un personnage que tu as cité tout à l'heure, à savoir Isaü. Les gens, je ne sais pas comment on en est arrivé à flouer les gens historiquement et théologiquement sur le fait. Mais écoutez, les couleurs en question, pour les mots que je viens d'évoquer, ça veut dire marron. Il n'y a pas deux races qui ont la couleur marron. On a même mis les gens sur les fausses pistes en appelant les Amérindiens les rouges. Ben écoutez, c'est une blague. Simplement pour couver, occulter le fait qu'en réalité, même là-bas, les premiers habitants, c'était des noirs. Parce que matriciellement, la première race de laquelle découlent toutes les autres, c'est la race noire. On doit se regarder dans les yeux et être capable de se dire la vérité. Alors, donc, est-ce qu'on connaît la race de Jésus? Bien sûr, j'en viens. C'est là où je voulais en venir. Quand vous examinez les données bibliques, vous allez vous rendre compte que l'Apocalypse décrit un tout petit peu à quoi peut ressembler la complexion de Jésus. On vous dit
dans le Christ de l'Apocalypse. L'indocomplexion, c'est la peau. La peau, la couleur de la peau. Mais voilà. Ok. La couleur de la peau de Jésus est indiquée dans le livre de l'Apocalypse. On vous dit que le Jésus de l'Apocalypse a des pieds d'airain. L'airain, c'est quoi? C'est le bronze. Allez sur le net, tapez pour qu'on vous donne une image de la couleur du bronze. Et vous allez voir que Jésus ne pouvait jamais, au regard de cette indication, être quelqu'un de leucodère, non blanc. Ce n'est absolument pas possible. Maintenant, si vous rétropédalez dans l'Ancien Testament ou le Premier Testament, vous allez chercher à avoir même une description, c'est-à-dire que comment les auteurs bibliques et prophétiques ont décrit Dieu dans l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte qu'il y a un personnage dans Daniel qu'on présente comme étant l'ancien des jours, et on vous dit que sa chevelure est comme de la laine. De la laine. Vous allez aller chez ce qu'on appelle les blancs. Personne là-bas dans la chevelure semblable à de la laine. Si vous savez à quoi ressemble la laine de mouton. Hein? Là-bas, ils ont des cheveux lisses. Il faut qu'on soit capable de regarder ces vérités. Enfin, je ne sais pas comment les gens lisent leur Bible. Ils ont des données qui leur permettent d'affirmer qu'en réalité, ils doivent être noirs, être fiers de l'être, mais ils ne voient pas. Mais c'est encore les mêmes gens qui disent que tout ce qu'on dit dans la Bible n'est pas vrai. Donc, du coup, à un moment justement, donné, vous pensez que les attaques contre la Bible, c'est vous choisissez de croire en certaines choses et vous choisissez de ne pas croire en d'autres. Non, je dis, les attaques contre la Bible, c'est à dessein. Parce qu'ils savent que si les gens s'intéressent véritablement et librement à ce que la Bible a à donner, ils se rendront compte de beaucoup d'impostures. C'est ça le problème. D'accord. Je chute par là pour laisser la possibilité aux autres de mettre une parole. Bien sûr, parce que ce qu'on appelle blanc aujourd'hui vient d'une altération génétique produite sur le noir dravidique. Vous avez vu les noirs indiens? Ils sont des noirs mais avec des cheveux lisses. Oui, comme toi là, hein, tu es le monde. Mais de vrais cheveux. Il y a eu donc un problème, une mutation génétique sur leur phénotype, sur leur génotype, je veux dire sur leur génome, qui a produit donc des albinos. En réalité, ce que nous appelons blanc, c'est une forme d'albinisme obtenue à partir du génome des noirs dravidiques. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup, mais quand même, on a le révérend qui esquisse un sourire. Est-ce que si on allait donc pas imposer la religion, la Bible, comme le disent certaines personnes, sur ce plateau à l'Afrique noire, est-ce que justement l'Afrique serait différente aujourd'hui, puisqu'on allait se contenter de croire en nos us et coutumes? Est-ce que cela aurait vraiment aidé le Cameroun? Non, moi je crois que parfois on fait des fausses discussions. Et on essaye de s'imposer parce que les peuples sont, n'est-ce pas, en conflit les uns avec les autres. Et aujourd'hui, l'Afrique essaye de s'imposer aussi dans ce paysage où les uns et les autres ont trouvé place au soleil. Mais je pense, pour ma part, qu'il ne faut pas exagérer sur un certain nombre de faits. D'accord. Moi, je ne crois pas, personnellement, jusqu'à preuve de contraire, je ne crois pas que le premier homme était noir. Je ne crois pas. On dit que les premiers hommes, c'était Adam et Ève. Oui. Je crois que c'est ce que la Bible dit. Je crois pertinemment que le premier homme était d'une couleur mixte. C'est-à-dire que c'est à partir... On parle d'Adam. Oui, Adam. Ça veut dire qu'en Adam, il y avait tout cela, du blanc, il y avait du noir, du jaune, africain, du jaune et tout ça. On ne sensifie rien. Non. Non, mais laissez qu'il développe. Bon, allez-y, allez-y. Non, j'essaye simplement de dire que je suis contre, n'est-ce pas, ces théories qui veulent déjà tirer tout au noir. Et je ne crois même pas que, si on va faire la recherche sur les questions le jardin d'Éden, que le jardin d'Éden était en Afrique. Moi, je ne le crois pas. Scandale, pasteur. Là, je suis obligé de l'arrêter. Non, mais... Est-ce qu'il s'agit de quoi? Non, je réponds. Permettez qu'il chute. Permettez d'abord qu'il chute, s'il vous plaît. Qu'il aille jusqu'au bout de son idée. Oui, chutez après. Je veux dire clairement qu'il y a un ensemble de choses qui se sont déroulées dans le passé. En réalité, ce qu'on appelle comment on appelle ça encore, les dispersions des peuples dans différents endroits, il est arrivé un moment où les hommes ont commencé à prendre différentes migrations, voilà. Les grandes migrations de l'Antiquité, qui se déroulent à partir d'un endroit qui est la Mésopotamie. Et c'est à partir de là que les peuples commencent à
à aller dans différentes directions, y compris la direction de l'Afrique dite noire, c'est-à-dire que l'Éthiopie, le Soudan, la Libye. Et il y a un ensemble de peuples qui ont pris différentes directions, mais c'était à l'origine un seul peuple. Donc il ne s'agit pas d'avoir une spiritualité africaine, la spiritualité doit être une et une seule. Maintenant, dit que le noir est maudit, non, je suis contre cela. Je crois simplement qu'il faut qu'on retrouve l'essence, n'est-ce pas, de départ. C'est-à-dire Dieu est un, qui est-il et qu'est-ce qu'il veut. Il ne s'agit pas de revenir à un certain nombre de choses qui sont aussi des traditions qui sont venues. Les traditions, c'est juste la façon dont les peuples vivent, les choses à quoi ils croient. Et quand les peuples se sont dispersés dans le monde, ils ont commencé à croire à d'autres choses qui n'étaient pas leur essence de base. Parce que quand vous regardez depuis la Genèse, il y a un et un seul Dieu. C'est ce que je veux dire. Rapidement, Alain Douk, parce que on ne peut pas donner des éléments objectifs de théologie et on appelle ça des théories. Dans la Genèse chapitre 2, on nous donne une délimitation du jardin d'Éden. Les gens, quand ils entendent de jardin, ils se disent que c'est le petit potager qu'on fait souvent derrière nos maisons. Non, hein? La délimitation, elle est grande. C'est un grand espace qui occupe une partie de l'Afrique et va jusqu'à, justement, comme vous l'avez dit, le croissant fertile en Mésopotamie. Comment vous savez que c'est une partie de l'Afrique? C'est donné dans la Bible. Non, attendez, je vous pose une question claire. Oui. Comment est-ce que vous croyez que c'est une partie de l'Afrique? Ok. Ça, c'est une affirmation. Je lis Genèse 2. Quand on dit le fleuve d'Égypte, on donne des délimitations. On dit le Frat. Écoutez, le Frat, oui, tout à fait. Mais on a aussi dit le fleuve d'Égypte. Non, écoutez. Si vous allez voir les fleuves qui sont sortis de l'Éden, vous allez voir le Tigre, vous allez voir le Frat. Est-ce que où se trouvent ces fleuves aujourd'hui? Vous avez donc parlé, vous avez entendu parler dans la même, c'est-à-dire dans le même registre, dans la même citation, énumération, vous n'avez pas vu le fleuve d'Égypte? Ce que j'essaye de... Pendant qu'on parle le Frat, vous ne retenez que le Frat, mais vous oubliez qu'on a aussi cité le fleuve d'Égypte. Pourquoi vous oubliez le fleuve d'Égypte? D'accord, ok, là n'est pas... Moi, je ne comprends pas ça. On a une thématique, oui, on a une thématique justement, et les téléspectateurs attendent forcément d'avoir des éléments de réponse. On va passer la parole au pasteur qui également a son mot à dire, pasteur Fabrice. Voilà, alors quelle est votre position? Parce que là, on a l'impression qu'avec les deux autres, il y a contradiction. Quelle est votre position? Non, même quand il faut connaître une vérité comme celle-là, il faut plonger dans l'histoire, l'archéologie et dans la Bible. Et avec tous ces ensembles, ça va nous permettre d'avoir la vérité. D'accord. Donc, si qu'est-ce qui s'est donc réellement passé on va lui dire, en Afrique pendant cette période-là? Certainement, vous allez nous en dire plus. Je ne comprends pas bien la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dans la période coloniale. Oui, j'ai commencé à les énumérer, à montrer l'origine. Exactement. Comment ça a commencé. On sait très bien, comme M. Doug le disait, je suis d'accord avec lui, le jardin d'Éden comportait l'Afrique et la Mésopotamie. Donc il y avait... C'est-à-dire qu'il y avait une partie en Afrique, mais sauf que l'Afrique dedans. Oui, quand on regardait le centre était au nord de l'Égypte plus précisément. Posez-vous la question pourquoi les pyramides sont en Égypte. Ou est-ce que parce qu'avant il n'y avait pas de Bible, c'est-à-dire papier. Comment est-ce qu'on faisait pour consulter Dieu? Dieu se voyait par les étoiles. Il y avait 3 Bibles. Il y avait ce qu'on appelait la Bible qui était les étoiles, le zodiaque. La deuxième Bible, c'était la pyramide. Et à l'intérieur des pyramides, on pouvait voir qu'il y avait des guerres qui avaient été annoncées, des prophéties et beaucoup de choses. Vous voyez? Bon, maintenant, au sujet de... Parce que pour comprendre un peu l'histoire des races et la départition, comment ils sont partis, il faut regarder la table des nations, qui est à partir de Genèse chapitre 10. Comment cela est reparti. Parce que c'est après le déluge. L'âge de Noé ne s'est pas s'arrêter au mont Ararat. Le mont Ararat, aujourd'hui, c'est en Turquie. C'est à partir de là que Sem, lui, va rentrer, qui va rester. C'est pourquoi on parle des Juifs, on les appelle les Sémites. Et Cam, lui, va descendre en Afrique, au sud, parce que l'Afrique, c'est le sud. Et Japheth ira
plutôt du côté du nord. Et du côté du nord, vous savez, c'est des zones glaciales. Et il va se cacher dans des grottes, ça va former la peau qu'il a, ses descendants vont venir. Et notez que Japheth était l'un des enfants qui nourrissait beaucoup de haine, parce que parmi les enfants de Noé, il est celui qui était plus clair, mais les autres étaient plus sombres. Et j'aurais dit encore qu'à l'origine, ce n'était pas le terme noir, mais c'était le terme basané. Non, d'accord. Voilà, on va passer la parole à Pierre Bivounier maintenant. Ok. On ne va pas refaire l'histoire. Le révérend Bayon a dit certainement pour plaire à tout le monde. Voilà. Il n'y avait pas une seule race. Ok. Regardez-nous ici sur le plateau. Est-ce que nous avons la même couleur? Non. On n'a pas... Permettez que je vous regarde. Nous n'avons pas la même couleur. Mais bon. Mais nous sommes de la même race. Okay. La race, scientifiquement, ne se limite pas à l'éclat ou au caractère sombre d'une couleur. Il y a des éléments biologiques qui définissent. Là, vous voyez que nous avons le même nez, non? À peu près. Mais il y a des noirs qui n'ont pas de nez. Non, je veux dire, nous avons une même apparence. On peut nous assombrir ou nous éclaircir. Est-ce que vous avez déjà vu un blanc, un leucodème, devenir noir? Pourquoi il le deviendrait? Il ne peut pas le devenir. Non, ils peuvent même. Est-ce que tu sais que les blancs accouchent des noirs? Non. Il y a une probabilité de 1/33e pour que deux blancs fassent un homme. Je te parle de génétique. Non, Alain, donc je suis en train de démontrer quelque chose. Donc, si on doit considérer qu'il y a une race originelle de laquelle découleraient les autres, les travaux de Cheikh Anta Diop sont assez pertinents. Il a fait la démonstration. Donc, vos collègues blancs et autres ne vont pas vous chasser de l'église si vous leur dites cette vérité qu'ils savent déjà, que nous sommes la race matricée. Non, ils ne vont pas vous chasser. Ils ne vont pas rompre les contrats. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Et la question de Jésus sur Jésus ne se pose pas. Ils le savent. Non, même Marie, les origines de... Tous ces gens étaient noirs. Les apôtres étaient noirs. C'est des chimères. C'est pas des chimères. Oh là là. C'est des chimères. La race de Mohamed. Bon. Mais c'est un noir. Viviane, tu vois pourquoi j'ai dit que ce thème, on ne peut pas le traiter le Viviane, nous ne sommes pas là dans une discussion. On ne discute pas les évidences. Sur ces questions-là, je vais vous dire, permettez, les travaux de Cheikh encore des théories. Non, ce n'est pas des théories. Il n'y a pas que Cheikh Anta. Professeur, docteur Révérend Bayon, la thèse de Cheikh a été renvoyée plusieurs fois pour non-conformité aux règles scientifiques, jusqu'à ce que son jury soit constitué et que ceux qui renvoyaient la thèse la valident. Il faudra donc d'autres travaux qui viendront scientifiquement invalider cela. Maintenant, revenons à la question de la malédiction. Quand un peuple prend le dessus et qu'il est hanté par le désir de s'affirmer, il faut qu'il minore le peuple qu'il a gouverné. Que vous entriez dans tous les savoirs, depuis la philosophie jusqu'aux mathématiques, jusqu'à la religion, écoutez ce que les Blancs disent. Le premier historien dit, Hérodote, il dit, parlant de l'Égypte, depuis les présocratiques jusqu'à Platon, la pensée occidentale s'ensera étroitement dans les modes égyptiens de représentation. C'est eux qui reconnaissent que tous ces grands-là sont allés à l'école. Et ils ont donc décidé de présenter l'Égypte comme étant l'Égypte qu'on voit aujourd'hui, comme étant une Égypte noire, blanche. L'Égypte, qu'elle soit biblique ou antique, a été totalement noire. Et le berceau donc, la zone que vous décrivez là, mais les Sémites ne sont pas autre chose. Nos langues, quand vous voulez traduire la Bible, au lieu de la traduire en français pour arriver en Bassa, en Étone et autres, il est plus facile de la traduire du juif au Bassa, parce que ce sont des langues qui ont les mêmes idiomes. Quand vous, les autres là, c'est des gens qui sont venus dans l'affaire et qui veulent accaparer l'affaire. Ils ont rendu Jésus blanc. Ils ont d'ailleurs leur Dieu. Ils blanchissent tout. Ils ont tout blanchi. Nous n'en disconvenons pas. Donc, bon, nous allons. Non, mais objectivement, on a des preuves pour le prouver. Bibliquement même. Monsieur, je pense que mais il y a des ajouts, il y a des excès qui ne sont pas acceptables. Je peux le comprendre que les Kabites aient décidé aussi de faire dans l'autre extrême. C'est possible. Mais restons dans ce qui est vrai.
Le jardin d'Éden se trouve en grande partie dans la grande Afrique noire. D'accord. Dans la grande Afrique Merci. noire. On va prendre quelques réactions, s'il vous plaît, pour prendre également les avis des téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour à tout le panel. Vous vous trompez sérieusement, la race noire n'est pas la race d'origine. Une thèse souvent invoquée qui affirme que les autres races sont le fait des fluctuations du climat n'est pas vrai. Dieu a créé toutes les autres races. Pour preuve, pourquoi les blancs restent blancs, même nés en Afrique, et les noirs restent noirs, même nés en Russie. Je pense que le monsieur en bleu a raison en partie, Emmanuel Kangé. Voilà, il dit, il est de même, n'est-ce pas, pour la théorie de l'évolution où on nous fait comprendre que les singes seraient devenus des hommes. C'est également faux. Toutes les espèces sont les créations divines. Pour preuve, depuis environ 50 ans de mon existence, les singes sont restés des singes. Et les travaux de Cheikh Anta Diop ne sont pas une vérité absolue. Je suis convaincu que d'autres thèses vont battre en brèche. J'en ai lu un extrait. Bon, on coupe ça rapidement parce que ce qu'on a écouté, c'est hallucinant, hallucinant. Sur tous les 5 continents, il y a une représentation noire. Il faut déjà que la personne, je ne sais pas si c'est il ou elle, se mette ça dans la tête. Donc tu vas en Océanie, tu trouves les Noirs. Tu vas aux Amériques, tu trouves les Noirs. Tu vas en Europe, on te dit que le premier homme à avoir habité l'Europe s'appelle Shedaman, que c'était un Noir. Donc, il y a un consensus là-dessus, mais il y a quand même des gens qui en arrivent encore à vouloir faire les pseudo-savants du dimanche, je ne sais pas quoi. Non, mais la spiritualité. Non, justement. Pourquoi je le dis? D'accord, vous chutez. Nous ne devons plus être au niveau où on discute des évidences, c'est rébarbatoire. D'accord, merci Alain Douk, mon père. Je fais une claire démarcation entre ce qui est la vérité et ce qui reste jusqu'à présent théorique. Vous n'avez pas des éléments convaincants qui peuvent prouver les allégations. Pour moi, ça demeure... Quelle allégation? Qu'est-ce qu'il y a allégation? J'essaie juste de dire que jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, nous nous appuyons sur des éléments historiques, des éléments paléontologiques. Le débat ne fait que commencer. On n'a même pas encore évoqué le corpus de preuves. Tout à fait. Je suis votre... Maintenant, bibliquement, vous qui êtes un théologien, je vous ai dit que le Christ de l'Apocalypse est décrit avec des jambes, des reins. Comment vous comprenez ça? Ben, écoutez, la couleur du bronze, c'est laquelle? Vous êtes en train de faire une interprétation. Je ne fais pas une interprétation. Vous faites une interprétation d'un fait que vous retrouvez dans la Bible et vous donnez à cette... J'interprète comment? C'est écrit. D'accord, merci. On va poursuivre avec les messages. Bonjour, moi c'est Bessala Yaoundé. Si l'on considère la malédiction des Noirs comme telle, le Seigneur dit pourtant que tous les péchés ont été pardonnés sauf celui contre le Saint-Esprit en ayant accepté Jésus, oui, sommes-nous encore maudits malgré cette promesse qui stipule que le Christ a payé sur la croix nos péchés et nos malédictions? La nouvelle chose n'annule-t-elle pas l'ancienne? Non, encore que la malédiction dont on parle, c'est celle d'Adam et Ève. Hein. Non, attendez, je vais regarder. Quand on parle de l'origine du mot malédiction, vient à partir du péché, c'est pas à partir de la couleur de la peau. Non, voilà. Non, mais on peut définir même la malédiction en dehors de la Bible. On sait que c'est un concept qui existe. Maintenant, les données extra-bibliques, sortons même de la Bible pour que je le demande. Nous sommes au 6e siècle. Justinien est empereur de Rome. On fait battre une monnaie qui a l'effigie de Justinien et qui sur une des faces a l'effigie du Christ. Allez rechercher, vous allez trouver le Christ représenté a des traits négroïdes avec des cheveux de nègre, etc. Allez dans les catacombes, on a trouvé les représentations que les disciples du 2e, 3e siècle se faisaient de leur sauveur dans les catacombes à Rome. Merci, et on cher pense que c'est une représentation nègre. Vous n'allez pas faire comme s'il n'y a que la Bible. L'origine de l'homme qui soit né est apodictique. C'est avéré, c'est démontré. Donc il n'y a pas de débat, mais je pense que le problème de la peau, je comprends, c'est que à un moment avec les blancs. Oui, bon, c'est pas ça. C'est pas on n'est pas pour faire du politiquement correct. Non, je ne fais pas correct. Aujourd'hui, la malédiction n'est pas sur la couleur, c'est sur le rejet de Christ. Maintenant, la Bible va dire qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni quoi que ce soit, car tous nous sommes
en Jésus. Non, ça, ce n'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Si on raisonne comme ça, on est hors sujet. Alors, le sujet est, est-ce qu'il y a des religions qui ont promu ou qui continuent idéologiquement ou historiquement ont promu une certaine malédiction du peuple noir avec des répercussions? Et c'est quoi la réponse? Voilà, actualisée. Votre réponse? Mais justement, on n'est pas maudit. Quand vous ouvrez la Bible, monsieur, il y a une prophétie. Et ils ne vont jamais aller là-bas. D'accord. Quand vous ouvrez la Bible, Ésaïe 19, la prophétie sur l'Égypte, à partir du verset 19e. Je ne suis pas votre cible. Non, non, je ne dis pas comme ça. La caméra est de l'autre côté. Ils ne vont jamais aller lire cette prophétie. Oui. Hein? Promis, je sais pas quoi, béatifiant de la race nègre de l'Afrique. L'oracle en question. Le problème, c'est exactement les mêmes travers. Révérend. Voilà, vous savez, on a passé de temps. L'oracle en question on a plus de temps. Est bien intitulé. Allons-nous. Et on voit bien que c'est adressé à l'Égypte. Et on sait que dès qu'on parle de l'Égypte, on parle de l'Afrique. Merci. Donc, oui. On voit l'oracle fut adressé. Non, on ne peut pas le maudire avec un tel oracle. D'accord, merci. Nous n'avons pas dit que le peuple noir était. Et laisse-moi donc te dire que le Christ, tu veux nier quand je te dis que le Christ est noir. Alors, on va conclure l'émission. Merci Alain Douka. On va prendre un dernier mot. Un dernier mot du révérend. Le révérend, vous avez la parole, s'il vous plaît. J'essaye de dire simplement que nous tous, nous sommes fiers d'être des Africains, des Noirs. Oui, rapidement, en une seconde, on a plus beaucoup de temps. Je refuse que nous puissions, n'est-ce pas, promouvoir quelque chose qui ne soit pas juste et qui ne soit pas vrai. Je pense que malgré notre fierté, nous devons rester sur des faits qui sont des faits avérés. Même si, je dis jusqu'à preuve de contraire. Mais jusqu'à preuve de contraire, ici, la question du noir qu'ils essaient de soulever, pour moi, c'est des extrapolations qui n'ont pas lieu d'être. Par contre, je dis, puisque c'est Dieu qui bénit, et c'est lui qui peut restreindre quelqu'un, donc je dis que le peuple noir n'est pas maudit. Nous avons nos forces et nous avons nos faiblesses. D'ailleurs, on dit que les grands penseurs et savants contemporains ont réglé cette problématique. Je sais de quoi je parle. D'accord, merci beaucoup. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Alors, je dirais que les peuples noirs ne sont pas maudits. La preuve est que nous avons les terres les plus arabes qui existent sur la planète. Donc, excepté, nous avons juste... il y a eu un temps que l'Afrique a connu un problème, mais cela n'est pas en rapport avec la malédiction. Parce que si on associe à la religion, peut-être il y a des religions qui ont promu ce genre d'idée, mais cette idée est fausse. Cette idée est fausse. L'Afrique noire, enfin, les Noirs ne sont pas maudits. L'Afrique, parce que quand on parle même généralement de non pas des Africains, on a oublié que les Indiens sont des Noirs d'origine. Il y a des Noirs dans beaucoup Chinois, tous. En fait, la race, comme je le disais, matricielle. Matricielle est sombre, est basanée. Donc, ce n'était pas noir foncé. Monsieur Douk, ce n'était pas noir tel que c'est noir, n'ayez pas peur, c'est noir. Noir, c'est noir. Tous ceux qui vivent sur l'Équateur sont noirs. Question des climats également, monsieur Alain Douk. Allez, merci beaucoup. On va terminer avec M. Pierre Blériot-Niemek sur la thématique. Viviane, je crois qu'on ne va pas laisser les téléspectateurs comme ça, on reviendra parce que c'est très profond. La malédiction, c'est un jeu psychologique. Si on vous rappelle que vous êtes maudit, vous commencez à y croire, vous allez vous comporter comme un maudit. Il y a donc des peuples noirs qui se comportent comme des peuples maudits. Parce qu'on leur a tellement répété cela, on leur a dit que tout ce qu'ils feraient ne marcherait pas et ça ne marche pas. Il faut commencer par exorciser le peuple de ce gros mensonge. Voilà. D'accord. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Malheureusement, le temps il passe très, très vite, surtout lorsque nous sommes jeudi spiritualité. On a toujours l'impression que le temps est court. C'est donc la fin de cette émission du jeudi spiritualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On va se donner rendez-vous demain, vendredi, pour la dernière sortie de la semaine pour Espace Miné. Je vous prie de bien vouloir revoir votre émission lorsqu'il sera 22h30 sur les mêmes antennes ou encore en direct de nos différentes pages YouTube et Facebook. Sur ce, portez-vous bien, agréable jeudi à tous et à toutes.